Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble une petite histoire avec le Père Brown, dont le titre est Le conte de fées du Père Brown. La pittoresque cité de Heilig-Waldenstein, dans l'état tout aussi pittoresque du même nom, était l'un de ces royaumes en carton-pâte que l'on voit encore de nos jours dans certaines contrées de l'Empire germanique. Heilig-Waldenstein n'était tombé que relativement tardivement dans l'escarcelle prussienne, à peine une cinquantaine d'années avant cette belle journée d'été qui trouvait réunis Flambeau et le Père Brown assis dans ses jardins et buvant de la bière crue. De mémoire de sujet, le royaume avait eu son lot de guerre et de justice expéditive, ainsi qu'il le sera bientôt démontré. Mais quand on se contente de regarder autour de soi, on ne pouvait faire fi de cette impression d'enfantillage qui fait le charme de l'Allemagne. Ces petites monarchies patriarcales à caractère d'opérette, dans lesquelles le roi lui-même semble appartenir à la domesticité, à l'instar d'un cuisinier, les soldats allemands, au vu de leurs innombrables guérites, ressemblaient étrangement à des jouets allemands, et les remparts du château, finement ciselés et dorés par le coucher du soleil, à du pain d'épices. Il faisait en effet un temps splendide. Le ciel était d'un bleu de Prusse que n'aurait pas renié Potsdam, et cependant, il tenait plus du barbouillage vivement coloré qu'un enfant aurait commis avec sa boîte de couleurs. Les arbres aux côtes grises, eux-mêmes paraissaient jeunes, car leurs bourgeons étaient encore roses, et détachés contre le ciel foncé, ils ressemblaient à d'innombrables silhouettes enfantines. En dépit de son aspect banal et de sa façon pratique d'affronter l'existence, le Père Brown n'était pas dépourvu d'un certain penchant pour le romantisme. Bien qu'il conservât généralement ses rêves éveillés, parent vers lui comme bon nombre d'enfants. Au milieu des couleurs vives et scintillantes de cette belle journée, et dans le cadre héraldique de cette cité, il avait la sensation d'avoir pénétré dans un conte de fées. Il prenait un plaisir enfantin, comme l'aurait pu un frère cadet, à observer la formidable canne épée que Flambeau avait pour habitude d'agiter en marchant, pour lors appuyé contre la table, aux côtés de la grande chope de bière de Munich. Et même dans son abondant somnolent, il allait jusqu'à trouver à la tête bosselée et disgracieuse de son parapluie miteux une ressemblance lointaine avec la massue d'un ogre dans un livre pour enfants aux dessins enluminés. Et cependant il ne composait jamais avec la fiction, si l'on accepte le conte qui suit. Je me demande, dit-il, si quelqu'un, le voudrait-il, pourrait-il vivre de véritables aventures dans un endroit comme celui-ci. Le cadre serait idéal, mais quelque chose me dit qu'on y lutterait avec des sabres en carton plutôt qu'avec de terribles épées. Vous faites erreur, déclara son ami. Ici, il ne se contente pas de se battre avec des épées. Il tue sans épée, et il y a pire encore. Comment cela? Que voulez-vous dire? Demanda le Père Brown. Eh bien, répondit l'autre, je dirais que c'est le seul endroit en Europe où un homme a été abattu sans le recours d'une arme à feu. Vous voulez dire avec un arc et une flèche? Demanda un Brown quelque peu étonné. Je veux dire d'une balle en pleine tête, rétorqua Flambeau. Vous ignorez donc l'histoire du prince défunt de cet État? Ça a été l'un des plus grands mystères policiers, il y a une vingtaine d'années. Vous vous souvenez bien évidemment que ce pays a été annexé par la force à l'époque des premiers projets d'unification de Bismarck, par la force assurément, mais sans que ce fût chose aisée. L'Empire, ou ce qu'il se voulait tel, a envoyé le prince Otto de Grossenmark régner sur le pays en défendant les intérêts impériaux. Nous avons vu sur son portrait dans la galerie un vieux gentleman de belle prestance, eût-il été doté de cheveux et de sourcils, il n'eût pas été ridé comme un vautour, mais bien des choses tourmentées. Ainsi, je vais l'expliquer dans une minute. Son habileté et ses succès en faisaient un soldat remarquable. Mais officier dans un tel endroit ne lui fut pas des plus faciles. Il fut défait dans plusieurs batailles par les célèbres frères Arnold, les trois patriotes rebelles qui ont inspiré à Swinburne un poème. Souvenez-vous. Loup au pelage d'hermine, corbeau couronné et roi, que ces choses se répandent comme vermine. Elles seront supportées par les trois. Ou quelque chose dans ces eaux. Pourtant, rien ne prouve que l'occupation eût été une réussite,
si l'un des trois frères, Paul, n'avait bassement mais fermement refusé de supporter ces choses plus longtemps, et en livrant tous les secrets de l'insurrection, assurer sa défaite et sa propre promotion au poste de chambellan du prince Otto. Par la suite, Ludwig, le seul héros authentique parmi les héros de M. Swinburne, fut tué l'épée à la main lors de la prise de la ville, et le troisième, Heinrich, qui, même s'il ne fut pas traître, était fade et timide comparé à son énergique fratrie, se retira dans une sorte d'ermitage, se convertit à un quiétisme chrétien proche du quakerisme, et ne se mêla jamais aux hommes, hormis pour donner quasiment tout ce qu'il possédait aux pauvres. J'ai ouï dire qu'il y a encore peu, on pouvait le voir de temps à autre dans le voisinage, homme vêtu d'un manteau noir, à moitié aveugle, à la chevelure très blanche en bataille, mais au visage d'une étonnante douceur. Je sais, dit le père Brown, je l'ai vu une fois. Son ami le dévisagea d'un air quelque peu surpris. J'ignorais que vous étiez déjà venu auparavant. Peut-être en savez-vous autant que moi. Il n'empêche, telle est l'histoire des Arnold, et il en fut le dernier survivant. Oui, ainsi que de tous les hommes qui ont joué un rôle dans ce drame. Vous voulez dire que le prince aussi est mort longtemps auparavant? Il est mort, répéta Flambeau, et c'est à peu près tout ce que l'on peut dire. Vous devez comprendre que, vers la fin de sa vie, il a été frappé de ces sortes de dérèglements nerveux qui ne sont pas chose rare chez les tyrans. Il a renforcé la garde, de jour comme de nuit, autour de son château, si bien qu'on aurait juré qu'il y avait plus de guérites que d'habitations dans la ville, et de douteux personnages furent exécutés sans merci. Il ne quittait quasiment plus une petite salle au centre du gigantesque labyrinthe des autres pièces, et même là, il érigea une espèce de cabine ou de placard doublé d'acier, comme un coffre-fort ou un cuirassé. D'aucuns disent que sous le sol de ce placard, un trou avait été secrètement creusé, à même la terre, juste assez large pour qu'il puisse s'y glisser, de sorte que, dans son anxiété à éviter la tombe, il était disposé à se réfugier dans un endroit y ressemblant étrangement. Mais il alla plus loin encore. La populace était censément désarmée depuis que la révolte avait été matée. Mais Otto insista, comme le font rarement les gouvernements, pour que le désarmement soit littéralement absolu. Il fut entrepris avec une application et une sévérité extraordinaires, par des fonctionnaires zélés sur un territoire familier de faible étendue. Et pour autant que la force et la science puissent détenir la vérité absolue, le prince Otto acquit la certitude que nul ne pouvait introduire, ne fût-ce qu'un pistolet d'enfant, à Heiligenwaldenstein. La science humaine ne peut jamais être tout à fait certaine de ce genre de choses, remarqua le père Brown qui observait toujours les bourgeons rougeâtres au-dessus de sa tête, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté à les définir et les appréhender. Qu'est-ce qu'une arme? Des gens ont été assassinés avec des ustensiles domestiques, on ne peut plus anodins, certainement des bouilloires, probablement même des théières. D'un autre côté, si vous aviez montré un revolver à un homme de l'Antiquité, je doute qu'il y aurait vu une arme, jusqu'à ce qu'on lui tire dessus, évidemment. Quelqu'un a peut-être introduit une arme à feu, d'un modèle si nouveau qu'elle ne ressemblait pas à une arme à feu. Peut-être ressemblait-elle à un dé à coudre ou quelque chose du même genre. La balle était-elle particulière en quoi que ce soit? Non, pas que je sache, répondit Flambeau. Mais mes informations sont fragmentaires, et mon vieil ami Grimm en est la seule source. Il fut un détective des plus compétents au service de l'Allemagne, et il a tenté de m'arrêter. Au lieu de cela, c'est moi qui l'ai arrêté, et nous eûmes de nombreuses et intéressantes conversations. Il était chargé de l'enquête sur la mort du prince Otto, mais j'ai oublié de le questionner au sujet de la balle. Selon Grimm, voici ce qui s'est passé. Il fit une pause, lampa d'un trait la quasi-totalité de sa chope de bière brune et poursuivit. Le soir en question, semble-t-il, le prince était attendu dans l'une des pièces alentour, car il devait y recevoir certains visiteurs qu'il souhaitait à toute force rencontrer. Il s'agissait d'experts en géologie mandatés pour enquêter sur la question récurrente des prétendues mines d'or dans les rochers environnants, grâce auxquelles, racontait-on, la petite cité-État avait conservé pendant si longtemps son crédit et avait pu négocier avec ses voisins, fût sous les bombardements incessants d'armées plus importantes. Jusqu'ici, on n'avait rien trouvé, en dépit de recherches approfondies qui auraient
qui aurait infailliblement abouti à la découverte d'un pistolet à eau, enchaîna le père Brown avec un sourire. Mais qu'en est-il du frère qui avait trahi? N'avait-il rien à révéler au prince? Il a toujours solennellement affirmé ne rien savoir, rétorqua Flambeau, prétendant qu'il s'agissait là du seul secret que ses frères ne lui avaient pas confié. Il n'est que justice d'ajouter que cette allégation fut étayée par des paroles décousues, celles du grand Ludwig à l'heure de sa mort lorsqu'il regarda Heinrich, mais montra Paul du doigt en déclarant « Tu ne lui as pas dit ?» avant d'être bientôt incapable de s'exprimer. Il n'empêche, la délégation d'éminents géologues et minéralogistes venus tout droit de Paris et de Berlin était présente. Tous ces messieurs revêtus des plus beaux habits de cérémonie, car il n'est d'individus qui aiment plus l'apparat que les hommes de science. Il suffit d'avoir assisté à une soirée de la Royal Society pour s'en convaincre. Ce fut une réunion brillante, mais très tardive, et petit à petit, le chambellan, vous avez également vu son portrait, un homme aux grands sourcils noirs, au regard grave et au sourire inexpressif. Le chambellan, disais-je, suffit la réflexion que tout le monde était là, hormis le prince lui-même. Il le rechercha dans tous les salons périphériques. Puis, s'étant remémoré les accès de terreur du bonhomme, il se précipita vers la chambre secrète. Elle était vide aussi. Et la tourelle d'acier où la cabine érigée en son milieu regimba à s'ouvrir. Quand enfin elle céda, elle était également vide. Il examina le trou dans le sol qui paraissait plus profond et ressemblait encore à une tombe, d'après ses propres dires bien sûr. C'est alors qu'il entendit des cris et des bruits dans les autres salles et dans les couloirs. Tout d'abord ce fut le distant vacarme et le frémissement de quelque chose d'impensable pour l'entendement de la foule, au-delà du château. Ce fut ensuite une clameur muette, étonnamment proche et suffisamment forte pour qu'on en saisisse le sens, si chaque mot n'avait étouffé l'autre. Puis se firent entendre des paroles d'une terrifiante clarté, se rapprochant de plus en plus. Enfin, un homme fit irruption dans la pièce, annonçant la nouvelle avec le laconisme qui accompagne de telles nouvelles. Otto, prince de Heli-Waldenstein et Grossenmark, gisait dans la rosée du crépuscule, dans les bois par-delà le château, les bras en croix et le visage tourné vers la lune. Du sang coulait par saccades de sa tempe et de sa mâchoire fracassée, seule partie de son corps qui évoquait encore la vie. Il était vêtu de son uniforme de cérémonie, blanc et jaune, comme s'il s'apprêtait à recevoir ses hôtes, sauf que son écharpe avait été dénouée et reposait toute froissée à son côté. Avant même qu'on ait pu le relever, il avait exhalé son dernier souffle. Mais mort ou vif, il représentait une énigme, lui qui s'était toujours terré dans la chambre secrète au cœur de son château. Voilà qu'il était dehors, seul et désarmé, dans des forêts humides. « Qui a trouvé son corps ?» demanda le père Brown. « Une jeune fille attachée à la cour, du nom d'Edwig von quelque chose, » répondit son ami, qui était sorti dans les bois pour y cueillir quelques fleurs sauvages. « En avait-elle cueilli ?» demanda le prêtre, en fixant d'un air absent l'entrelac des branches au-dessus de lui. « Oui, » répondit Flambeau. « Je me souviens parfaitement que Chambellan, ou le vieux Grimm, ou je ne sais qui, a dit combien ça avait été horrible, lorsqu'ils étaient accourus à son appel, de trouver cette jeune fille, les mains pleines de fleurs printanières, et penchée au-dessus de cette masse ensanglantée. Cependant, le point fondamental, c'est qu'il était mort avant l'arrivée des secours, et la nouvelle, bien sûr, devait être rapportée au château. La consternation que provoqua la nouvelle dépassa et de loin la réaction naturelle dans une cour à la chute d'un potentat. Les visiteurs étrangers, en particulier les experts miniers, étaient surexcités et désemparés, tout comme bon nombre d'importants fonctionnaires prussiens, et il devint rapidement clair que la découverte du trésor jouait un rôle bien plus important dans cette affaire qu'on ne l'avait supposé. Les experts et les officiels s'étaient vus promettre de grosses récompenses ou des avantages d'ordre international, et certains allaient jusqu'à dire que les appartements secrets du prince et l'imposante protection militaire étaient moins dus à la peur de la populace qu'à la poursuite d'une enquête privée sur... « Les fleurs avaient-elles de longues tiges ?» demanda le père Brown. Flambeau le regarda fixement. « Quel étrange individu vous faites » observa-t-il. « C'est exactement ce qu'a dit le vieux Grimm. Il a dit que la chose la plus déplaisante, bien plus déplaisante que le sang et la balle,
c'étaient ces fleurs aux tiges étonnamment courtes. Elles étaient coupées juste au-dessous de la tête. Évidemment, déclara le prêtre, lorsqu'une jeune fille ramasse vraiment des fleurs, elle les cueille avec une longue tige. Si elle arrache juste les têtes, comme le ferait un enfant, c'est comme si... Et il hésita. Eh bien, s'enquit l'autre. Eh bien, un peu comme si elle les avait arrachées nerveusement, pour expliquer sa présence en ces lieux après. Enfin, après ce qu'il y avait à faire. Je devine à quoi vous faites allusion, observa Flambeau d'un air lugubre. Mais ça, et n'importe quelle autre présomption, s'écroule devant un point précis, la nécessité d'une arme. Il aurait pu être tué, ainsi que vous l'affirmez, par bien d'autres moyens, même avec sa propre écharpe d'apparat. Mais ce que nous avons à élucider, ce n'est pas comment il a été tué, mais comment on lui a tiré dessus. Et le fait est que cela nous est impossible. La jeune fille a subi un interrogatoire serré, car, à vrai dire, elle était un peu suspecte, bien qu'elle fût la nièce et la pupille du vieux chambellan, Paul Arnold. Mais elle était très romantique et on la soupçonnait de sympathie pour le vieil enthousiasme révolutionnaire de son clan. Pourtant, aussi romanesque que l'on puisse être, il est impossible de songer à loger une balle dans la mâchoire ou le cerveau d'un homme sans user d'un revolver ou d'un pistolet. Et il n'y avait pas de pistolet, malgré les 2 coups de feu. Je vous laisse le soin de résoudre ce mystère, mon ami. Comment savez-vous qu'il y a eu 2 coups de feu demanda le petit prêtre. La tête ne portait la trace que d'un seul coup, répondit son compagnon. Mais il y avait un autre trou dans l'écharpe. Le front lisse du père Brown se plissa soudainement. A-t-on trouvé l'autre balle demanda-t-il. Flambeau se troubla un peu. Pour autant que je m'en souvienne, non. Attendez, s'écria Brown, fronçant le sourcil de plus belle, sous l'effet d'un effort de concentration inhabituel. Ne me croyez pas grossier, mais il faut que je réfléchisse à cette histoire quelques instants. Très bien, dit Flambeau en riant, avant de terminer sa bière. Une légère brise agitait les arbres bourgeonnants et soufflait dans le ciel de petits nuages blancs et roses qui semblaient rendre le ciel plus bleu et le décor plus féerique encore. On aurait dit des chérubins, voletant vers leur nurserie céleste. La plus vieille tour du château, la tour du dragon, se dressait aussi grotesque que la chope de bière, et sans plus de prétention. Mais au-delà, brasillait la forêt dans laquelle l'homme avait été laissé pour mort. « Et qu'est devenue cette Hedwig » finit par demander le prêtre. « Elle est mariée au général Schwartz, répondit Flambeau. Sans doute avez-vous entendu parler de sa carrière, qui fut plutôt romantique. Il s'était distingué avant même ses exploits à Sadova et à Gravelotte. En réalité, il est sorti du rang, et ce qui est plutôt inhabituel même parmi les plus humbles des Allemands. » Le père Brown se dressa brusquement. « Sorti du rang » s'écria-t-il, avant d'arrondir la bouche en un sifflement silencieux. « Tiens, quelle curieuse histoire! Quelle étrange manière de tuer un homme! Mais je présume que c'était la seule possible. Et quand on songe à la patience de cette haine... »« Que voulez-vous dire » demanda l'autre. « De quelle façon a-t-on tué cet homme ?»« Ils l'ont tué avec son écharpe, dit Brown avec précaution. Et comme Flambeau protestait, « Oui, je sais pour la balle. Peut-être devrais-je dire qu'il est mort aussi d'avoir une écharpe. Je sais bien que c'est moins évocateur d'une maladie. » « Je suppose, dit Flambeau, que vous avez une idée derrière la tête. Mais cela n'en fera pas pour autant sortir la balle de la sienne. Comme je l'ai expliqué précédemment, il aurait pu facilement avoir été étranglé. Mais il a été abattu. Par qui? Par quoi? Il a été tué conformément à ses propres ordres, dit le prêtre. Vous voulez dire qu'il s'est donné la mort? Je n'ai pas dit selon son propre souhait, répliqua le père Brown. J'ai dit selon ses propres ordres. Bien. Mais quoi qu'il en soit, quelle est votre théorie? Le père Brown s'exclaffa. Je ne suis ici qu'en vacances, répondit-il. Je n'ai aucune théorie. Simplement cet endroit m'évoque les contes de fées, et si vous voulez bien, je vais vous conter une histoire. Les petits nuages roses maintenant semblables à de la barbe à papa couronnaient les tourelles du château en pain d'épices dorées, et les minuscules doigts roses des arbres bourgeonnants semblaient se tendre et chercher à les atteindre. Le ciel bleu virait au violet éclatant du soir, quand le père Brown poursuivit soudain. C'est par une nuit lugubre, alors que la pluie goûtait des arbres, et que la rosée se formait déjà, que le prince Otto de Grossenmark sortit précipitamment par une porte latérale du château, et se dirigea d'un pas furtif vers les bois. L'une des innombrables sentinelles le salua, mais il n'y prêta aucune attention. Il n'avait aucun désir de se faire spécialement remarquer. Il se sentit heureux lorsque les grands arbres gris
et déjà grisant de pluie, l'avalèrent comme l'eût fait un marécage. Il avait à dessein opté pour le flanc le moins fréquenté de son palais. Mais même là, l'endroit était plus fréquenté qu'il ne l'eût souhaité. Il ne courait cependant pas grand risque d'être suivi, que ce fût par zèle ou par diplomatie, car il était sorti par un coup de tête, qui lui abandonner les ambassadeurs en costume d'apparat n'avait aucune importance. Il avait subitement pris conscience qu'il pouvait se passer d'eux. Sa grande passion n'était pas la très noble horreur de la mort, mais une étrange soif d'or. Pour cette légende dorée, il avait quitté Grossenmark et envahi Heilig-Waldenstein. Pour cela, et cela seulement. Il avait soudoyé le traître et massacré le héros. Pour cela, il avait longuement interrogé le faux chambellan, jusqu'à ce qu'il fût parvenu à la conclusion que, pour ce qui avait trait à son ignorance, le renégat lui avait bel et bien dit la vérité. C'est pourquoi, avec une certaine répugnance, il avait déboursé et promis de l'argent, dans l'espoir de s'emparer du pactole. Et c'est pourquoi il s'est glissé hors de son palais, tel un voleur sous la pluie, car il avait imaginé un nouveau stratagème pour obtenir ce que ses yeux désiraient, et l'obtenir à bon compte. Là-haut, tout au bout du tortueux sentier de montagne, sur lequel il avançait péniblement, parmi les rochers abrupts, longeant la corniche qui surplombait la ville, se dressait l'ermitage, guère plus qu'une caverne encerclée de haies épineuses, dans lequel le troisième de la célèbre fratrie s'était depuis longtemps retiré du monde. Celui-ci, songeait le prince Otto, n'avait aucune raison de se refuser à livrer l'or. Il connaissait son existence depuis des années, et n'avait rien tenté pour se l'approprier, et ce même avant que ses principes d'ascèse l'eussent éloigné des biens matériels ou de l'hédonisme. Assurément, il avait été un ennemi, mais il faisait désormais profession de ne plus avoir d'ennemis. Une concession quelconque à sa cause, une adhésion à ses principes, lui arracherait probablement son secret. Otto n'était pas un lâche, malgré son filet de protection militaire, et de toute façon, son avarice était plus forte que sa crainte. Non pas qu'il y eût des raisons de craindre. Convaincu qu'il n'y avait aucune arme à usage personnel dans toute la principauté, sa certitude s'en trouvait d'autant renforcée qu'il n'y en avait aucune dans le petit ermitage du Quaker, au sommet de la montagne, où il vivait d'herbes et de légumes, aux côtés de deux domestiques frustes, et sans avoir entendu l'autre voix depuis de longues années. Le prince Otto baissa les yeux avec un sourire sinistre vers les labyrinthes carrés de la ville illuminée, car aussi loin que porta le regard, abondaient les fusils pour ses amis, et pas la plus petite pincée de poudre pour ses ennemis. Des fusils pointés si proches du sentier de montagne qu'un cri de lui lancerait les soldats à l'assaut de la colline, sans compter que des patrouilles passaient à intervalles réguliers dans les bois et sur les crêtes. Des fusils si éloignés dans les sombres forêts, rapetissés par la distance, par-delà la rivière, qu'un ennemi serait dans l'incapacité de se glisser dans la ville, par quelque détour que ce fût. Et autour du palais, des fusils à la porte ouest et à la porte est, à la porte nord et à la porte sud, et tout le long des 4 murailles qui les reliaient. Il était en sécurité. Il n'eut plus aucun doute lorsque, une fois la crête franchie, il découvrit le dénuement du camp de son vieil ennemi. Il se retrouva sur une petite plateforme rocheuse qui se terminait abruptement par les 3 angles d'un précipice. Derrière se trouvait la sombre caverne, masquée par des épines vertes, si basse qu'il était difficile d'imaginer un homme y pénétrant. Et devant la falaise escarpée et la vaste mais nuageuse vision de la vallée, sur la petite plateforme de roche était dressé un vieux lutrin au pupitre de bronze, pliant sous le poids d'une énorme bible allemande. Le bronze ou le cuivre avait viré au vert sous les vents dévorants, se nie en altitude, et dans l'esprit d'Otto naquit cette pensée. Quand bien même ils auraient des armes, elles ne pourraient qu'être rouillées. Le lever de lune avait donné naissance à une aube mortifère derrière les crêtes et les arêtes, et la pluie avait cessé. Derrière le lutrin, en regardant en direction de la vallée, se tenait un très vieil homme, dans une bure noire, aux plis aussi raides que les falaises alentour, mais dont les cheveux blancs et la voix ténue semblaient vaciller sous le vent. Il était à l'évidence en train de se consacrer à sa lecture du jour. Ils ont foi en leurs chevaux. « Monsieur, dit le prince de Heilig-Waldenstein, avec une courtoisie inhabituelle, je souhaiterais vous dire un mot. Ayant leur chariot, poursuivit le vieil homme d'une voix faible, mais nous n'aurons foi qu'en notre Seigneur.
Ces derniers mots furent inaudibles, mais il ferma le livre avec vénération, et, étant presque aveugle, fit un mouvement tâtonnant, et s'agrippa au pupitre. Instantanément, ses deux domestiques se glissèrent hors de la caverne pour lui apporter leur soutien. Il portait de frustes robes noires comme la sienne, mais n'avait ni ses cheveux d'argent glacé, ni le raffinement glacial de ses traits. C'étaient des paysans, au visage large et carré, et aux yeux vitreux. Pour la première fois, quelque chose troubla le prince. Mais son courage et son sens de la diplomatie demeurèrent inébranlables. « Je crains que nous ne nous soyons rencontrés depuis cette abominable canonnade au cours de laquelle mourut votre frère, dit-il. « Tous mes frères sont morts, déclara le vieil homme, regardant toujours en direction de la vallée. Puis, tournant un instant vers Otto, ses traits las et ciselés, et ses cheveux couleur de l'hiver, qui, tels des glaçons, tombaient sur ses sourcils, il ajouta. « Voyez-vous, je suis mort moi aussi. »« J'espère que vous comprendrez, dit le prince en se maîtrisant, au point d'en paraître conciliant, que je ne viens pas ici pour vous hanter, semblable à un fantôme, rappelant de grandes querelles. Nous ne disputerons pas de qui avait raison ou tort dans cette histoire, mais il existe du moins un point sur lequel nous n'avons jamais eu tort, parce que vous avez toujours eu raison. Quoi que l'on puisse dire sur la politique de votre famille, personne, fût-ce un instant, n'a jamais songé que vous étiez mu par la soif de l'or. Vous avez prouvé que vous étiez au-dessus du soupçon que... » Le vieil homme, dans sa robe noire, l'avait jusqu'à cet instant fixé de ses yeux, d'un bleu délavé, une sorte de sagesse prudente sur ses traits. Et lorsque fut prononcé le mot « or », il tendit la main comme pour barrer la route à quelque chose, et tourna la tête en direction des montagnes. « Il a parlé d'or, dit-il. Il a évoqué des choses défendues. Faites-le taire. » Otto avait le défaut de sa race, prussienne, et de ses traditions, qui consiste à tenir le succès non pas pour un incident, mais pour une qualité. Il se considérait ainsi que ses semblables comme conquérant sans cesse des peuples qui n'avaient cessé d'être conquis. De ce fait, la surprise ne lui était pas familière. Aussi n'était-il guère préparé pour le mouvement qui suivit et qui le laissa ahuri et engourdi. Il avait ouvert la bouche pour répondre à l'ermite, lorsque sa bouche fut entravée et sa voix étranglée par un bâillon raide et doux, dont on lui entourait la tête comme d'un garrot. Il lui fallut bien 40 secondes avant de se rendre compte que c'était là le fait de ses deux domestiques hongrois, et qu'il s'était servi de sa propre écharpe militaire. Le vieillard retourna chancelant à sa grande Bible, sur son support de bronze, tourna les pages avec une patience qui avait quelque chose d'horrible, jusqu'à ce qu'il arrive à l'épître de Saint Jacques, puis commence à lire. La langue est un petit organe, mais quelque chose dans sa voix fit faire demi-tour au prince, qui s'élança dans le sentier de la montagne qu'il avait gravi. Ce n'est qu'après avoir parcouru la moitié du chemin qui menait au jardin du palais qu'il tenta d'arracher l'écharpe, qui lui étranglait le cou et les mâchoires. Il essaya encore et encore, en pure perte. Ceux qui avaient noué l'écharpe savaient ce dont est capable un homme avec les mains devant lui et ce dont il est capable lorsqu'il a les mains derrière la tête. Ses jambes étaient libres de courir, telle une antilope, dans les montagnes. Ses bras étaient libres de faire n'importe quel geste, de donner n'importe quel signal, mais il ne pouvait pas parler. Un diable muet le possédait. Il était proche des bois qui encerclaient le château avant de prendre conscience de la signification de son mutisme et de ce qui en découlerait. Une fois de plus, il baissa sombrement les yeux vers les brillants labyrinthes carrés de la ville éclairée, mais cette fois sans sourire. Il s'entendit répéter ce qu'il avait formulé tout à l'heure avec une ironie meurtrière, d'aussi loin que l'œil put voir abonder les fusils de ses amis, qui tous, sans exception, l'abattraient s'il ne respectait la sommation. Les fusils étaient si proches que les bois et les crêtes pouvaient être respectés à intervalles réguliers. Aussi était-il inutile de se cacher dans la forêt jusqu'au petit matin. Les fusils étaient si loin qu'un ennemi était incapable de se glisser dans la ville, par quelque détour que ce fût. Aussi était-il vain de rejoindre la ville par une route éloignée. Un seul de ses cris, et les soldats se rueraient à l'assaut de la colline. Mais nul cri ne lui échapperait. La lune, maintenant levée, brillait avec force d'un éclat argent, et le ciel était strié de bandes d'un bleu de nuit, entre les bandes noires des pins autour du château. Des fleurs gigantesques, et comme duveteuses, il n'avait jamais remarqué de telles choses auparavant, étaient là à la fois illuminées et décolorées par le clair de lune, et semblaient incroyablement fantastiques, rassemblées comme elles l'étaient, comme rampant entre les racines des arbres.
Peut-être sa raison avait-elle été subitement ébranlée par l'entrave insolite qu'il portait avec lui. Mais dans ce bois, il sentit quelque chose de profondément germanique, le conte de fées. Une partie de lui savait qu'il se rapprochait du château d'un ogre. Il avait oublié que l'ogre était lui-même. Il se revit, demandait à sa mère si les ours vivaient dans le vieux parc de sa maison natale. Il se courba pour cueillir une fleur comme s'il s'agissait d'un charme contre les enchantements. La tige était plus résistante qu'il ne s'y attendait, et elle se cassa avec un léger claquement. Il tentait précautionneusement de placer la fleur dans son écharpe lorsqu'il entendit la semence qui va là. Puis il se rappela que l'écharpe n'était pas à sa place habituelle. Il essaya de crier et resta silencieux. Il y eut une deuxième sommation, puis une balle qui hurla avant de se taire soudain sous l'impact. Otto de Grossenmark gisait paisiblement parmi les arbres féeriques, et jamais plus ne ferait de mal, que ce fût avec de l'or ou de l'acier. Seul le crayon d'argent de la lune soulignait ici et là l'ornement complexe de son uniforme ou les vieilles rides de son front. Puisse Dieu avoir pitié de son âme. La sentinelle qui avait ouvert le feu, selon les ordres stricts de la garnison, se précipita afin de trouver quelques traces de sa proie. C'était un simple soldat du nom de Schwartz, qui, depuis, n'est pas inconnu dans sa profession. Et ce qu'il découvrit, ce fut un homme chauve en uniforme, mais le visage bandé par sa propre écharpe militaire, de telle sorte que, dans ce masque, on ne distinguait que les yeux morts, grands ouverts et scintillant froidement sous la lune. La balle avait traversé le bâillon avant de se loger dans la mâchoire, d'où le trou dans l'écharpe et un seul coup de feu. Comme cela est naturel, à défaut d'être convenable, le jeune Schwartz arracha le mystérieux masque de soie et le jeta sur l'herbe. C'est alors qu'il vit celui qui l'avait abattu. Nous ne pouvons être certains de ce qui suivit, mais j'incline à croire qu'il y eut un conte de fées. Après tout, dans cette petite forêt, aussi horrible qu'ait été ce qui lui donna la vie, soit que la jeune femme, nommée Hedwig, ait déjà connu auparavant le jeune soldat, qu'elle sauva et finit par épouser, soit qu'elle soit venue accidentellement sur le lieu de l'incident, et que leur intimité ait pris corps cette nuit. Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais nous pouvons dire, je présume, que cette Hedwig était une héroïne, et qu'elle méritait d'épouser un homme devenu une sorte de héros. Elle fit ce qu'il fallait faire, avec sagesse et audace. Elle persuada la sentinelle de retourner à son poste, où rien ne le reliait au drame. Il n'était que la plus loyale et la plus obéissante des 50 sentinelles alentour. Elle demeura près du corps et donna l'alerte. Il n'y avait rien non plus qui puisse la lier à ce drame, puisqu'elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir d'arme à feu. « Voilà, dit le père Brown en se levant avec une mine réjouie. J'espère qu'ils sont heureux. « Où allez-vous » demanda son ami. « Je m'en vais jeter un nouveau coup d'œil sur le portrait de ce chambellan, cet Arnold qui trahit ses frères, répondit le prêtre. Je me demande si un homme est moins traître, s'il est 2 fois un traître. Et il rumina longuement devant le portrait d'un homme aux cheveux blancs, avec des sourcils noirs et une sorte de sourire rose et peint, qui semblait contredire le sombre avertissement de ses yeux. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre, à moins que ce soit un tout autre genre d'histoire qui débarque. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.